There is nothing so wonderful in the world as telling stories. Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Adèle Yon, votre premier roman s'intitule « Mon vrai nom est Elisabeth » aux éditions du Sous-Sol. Vous avez été couronnée du premier prix littéraire du Nouvel Obs, soutenu par la maison Chanel. Félicitations à vous, cette récompense n'a rien de surprenant. Votre travail dans ce livre est à la fois captivant et très riche. Vous y remontez le fil d'un secret familial longtemps enfoui, l'internement de votre arrière-grand-mère Betsy dans un hôpital psychiatrique au milieu du XXe siècle. L'histoire que vous aviez entendue enfant évoquait une schizophrénie, un départ nécessaire. Mais en menant l'enquête, vous découvrez autre chose. Betsy souffrait probablement d'une dépression postpartum sévère, jamais reconnue comme telle à l'époque, et son internement, suivi d'une lobotomie, apparaît comme un bannissement. Dans ce livre, vous mêlez les archives, les silences, les scènes réinventées, les images mentales intimes, avec une écriture précise, pudique, très cinématographique, ce qui n'étonnera pas celles et ceux qui savent que vous êtes aussi chercheuse en études cinématographiques, mais également chef et restauratrice, activité que je crois vous avez reprise depuis la fin de la promotion du livre. Mon vrai nom est Elisabeth a été unanimement salué comme une révélation et je suis vraiment très honorée de vous recevoir aujourd'hui, Adèle. Merci Lorraine. Alors, dans une première partie, on va parler de votre vocation littéraire et je suis très curieuse de savoir si vous aviez écrit d'autres textes à vocation littéraire avant celui-là et comment s'est faite votre rencontre avec l'acte d'écrire. J'ai toujours une pratique d'écriture de journal depuis mes 6 ans, je pense, depuis que je sais écrire. Et comme je suis une acharnée des traces et de conserver toute la documentation qu'une vie produit, j'ai tout gardé. Donc j'ai des années de journaux intimes dans mes placards. Je ne suis pas sûre que je voyais la dimension littéraire de ce travail, j'en doute. En revanche, j'ai écrit une pièce de théâtre quand j'étais au lycée, à Louis-le-Grand, donc en terminale, donc je devais avoir 17 ans, que j'ai montée avec des copains qui étaient autour de moi, des élèves de ma classe de terminale L, dans le beau théâtre, salle de conférence qu'on avait à Louis-le-Grand. Et c'est le seul travail d'écriture que j'ai fini. Par la suite, il y a eu beaucoup d'embryons de textes qui n'ont jamais vu le jour et que je n'ai jamais achevé, hormis peut-être des nouvelles dont j'ai perdu trace, que j'offrais. À un moment, j'ai fait ça. J'offrais des nouvelles à mes amis pour leur anniversaire. C'est chic comme cadeau. N'est-ce pas ? Et puis ensuite, le parcours en classe prépa m'a complètement coupé d'un rapport littéraire à l'écriture pour en développer un autre qui est plus de l'ordre de l'argumentation et de la scientificité, disons, que je ne boude pas totalement, je crois, dans Mon vrai nom est Elisabeth. C'est intéressant, votre première démarche d'écriture, c'est une démarche d'archivage en fait, pour garder des traces, et c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez obsessionnelle dans ce livre. Ouais, tout à fait. Ma première démarche, c'est celle-ci, et ma première démarche d'écriture littéraire est théâtrale, et c'est pas non plus étranger, je pense, à ce livre, puisque en fait, il y a une place des voix et de l'oralité qui est quand même centrale, et je pense que cette manière de se représenter l'écrit comme quelque chose qui est dit, qui est proféré, et quelque chose que j'ai toujours eu, en fait, un rapport à l'écriture que j'ai toujours eu. Donc vous étiez probablement lectrice. Quels sont les écrivains, les écrivaines qui vous ont accompagnée dans votre jeunesse ? Oui, j'ai été une grande lectrice, avide.
parce que mes parents avaient une bibliothèque, c'est sûr. Ma mère avait fait des études de slavistique, donc on avait tous les écrivains russes à la maison dans lesquels j'ai pas mal plongé, mais Dostoïevski principalement, mais plus tard, ça c'était plutôt au lycée. Mais mes souvenirs de lecture adolescente, plutôt, c'était tous les romans feuilletonnants qui venaient de mon grand-père, donc le père de ma mère, l'autre côté de ma famille, qui lui avait une passion. Ça allait de Dumas à des auteurs un peu complètement oubliés, même comme Burroughs, celui qui a écrit Les Tarzans ou Le cycle de Vénus. Mais dans tous les cas, et Dumas c'est pareil, c'était vraiment des romans fleuves hyper narratifs avec une tripotée de personnages, des récits plus incroyables les uns que les autres. Et vraiment, j'ai plongé profondément dans ces histoires. Et voilà, j'ai vraiment un souvenir de mon école primaire et de mon collège immergé dans ces mondes imaginaires. Et ensuite, vers le lycée, plutôt vers la terminale, quand les cours de philosophie ont commencé au lycée, j'ai commencé à avoir ce rapport-là à la littérature où le roman devenait un espace de réflexion métaphysique, quasiment philosophique. C'est là que j'ai plongé dans les Dostoïevski, c'est là que j'ai découvert la littérature de Sartre, l'âge de raison, ce genre de choses, avec une dimension beaucoup moins organique, un rapport beaucoup moins organique à la littérature. C'est marrant, je ne peux pas m'empêcher en vous écoutant de repenser au discours que vous avez prononcé quand on vous a remis le prix au sujet des voix des femmes qui ont été silenciées. Et on sait qu'en littérature, il y a peu de voix féminines. Dans les héros que vous venez d'énumérer, c'est beaucoup des aventures masculines. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu manquer ou dont vous constatez aujourd'hui qu'elle a pu manquer à votre éducation littéraire ? Oui, effectivement, c'était tout à fait le propos de ce discours-là, où je me suis rendu compte que j'ai une carence en autrice, en fait, en écrivaine, pendant toute mon éducation littéraire, toute mon éducation en général. Et effectivement, même comme si on m'avait inculqué quelque part que tout ce qui était dit et écrit par une femme avait moins de valeur que ce qui était dit et écrit par un homme. Et j'ai découvert... je m'en souviens clairement, la première autrice que j'ai aimée passionnément, c'est Yourcenar par les Mémoires d'Adrien. Mais d'une certaine manière, encore, en fait, c'est un héros. Voilà, c'est un héros et j'arrive à elle et à une plume de femme par un héros masculin qui me fascine complètement. Et c'est très récent, je pense que c'est même très, 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 très récent que je reconnaisse à quel point il y a un manque à cet endroit-là. Et maintenant, aujourd'hui, je lis quasiment plus que des autrices. Donc vous vous rattrapez. Ah ouais, je compense. Quelles sont les autrices qui vous ont accompagné pendant l'écriture de Mon vrai nom est Elisabeth ? Pas mal. En fait, comme j'avais très peu de connaissances de la littérature contemporaine, parce que c'est aussi l'autre pendant des types d'études que j'ai faites, c'est qu'en fait, le panthéon d'auteurs masculins qu'on a s'arrête en plus dans les années 50, en gros. Donc, je connaissais rien à la littérature contemporaine. Donc, j'ai commencé par les voix féminines qui surgissaient un peu du chaos. Lola Lafont, Virginie Despentes. J'ai passionnément aimé Céline Minard, Faillir être flinguée, qui est vraiment une espèce de western choral magnifique. Et un peu plus tard, ça c'était avant quand même de commencer l'écriture. C'est les premières voix de littérature contemporaine de femmes que j'ai découvertes. Et pendant l'écriture, un livre dont je parle souvent, mais qui a été vraiment fondamental, c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui m'a fait vraiment comprendre la possibilité de la littérature de voix et ce que ça voulait dire d'aller chercher ces mots dans les mots des autres. Et ça rejoint aussi le théâtre dont je parlais tout à l'heure. En fait, je pense que c'est un rapport à l'oralité, à la littérature orale qui m'a beaucoup parlé. Sophie Divry aussi, 5 mains coupées dans le même genre d'une certaine manière. C'est ce type d'autrice qui m'a accompagnée. C'est vrai qu'il y a cet aspect très, très choral dans votre texte où se superposent, un peu comme dans un millefeuille, des passages assez intimes où c'est votre voix intérieure qui s'exprime, mais parfois des lettres brutes de Betty elle-même où d'un seul coup sa voix résonne et c'est très émouvant. Pourtant, ce travail à l'origine, c'est un travail plutôt académique, vraiment universitaire. C'était votre projet de thèse. Comment s'est passé le glissement de « je vais faire de cette histoire ma thèse universitaire » à « je vais en faire un roman ». Mais en fait, le glissement s'est presque fait dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé au départ, en me lançant dans cette enquête, que ça pouvait valoir comme travail scientifique, c'est-à-dire comme travail qui produit des connaissances. Donc, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'écrive cette histoire, ce que j'ai commencé à écrire, c'était un texte de littérature, un roman, un livre, je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas pas une thèse. Et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en m'immergeant dans cette histoire, je me suis rendu compte que les gestes de recherche que je sollicitais, les gens que j'allais voir, l'histoire que je devais faire ressortir de la psychiatrie de la deuxième moitié du XXe siècle, tout ça était davantage de la recherche que
tout ce que j'avais fait jusqu'à ce jour. Et donc, j'ai voulu défendre, à l'inverse, que de la connaissance pouvait être produite par ce type de démarche, c'est aussi tout un moment où je me mets à lire et à découvrir toute l'épistémologie féministe autour d'Haraway, etc., de Hardings, et où je comprends qu'un savoir qui assume son point de surgissement dans l'intime est aussi un savoir qui va lutter contre ces soi-disant objectivités qui composent notre science. Et donc, où je me mets à défendre le fait que cette démarche qui part d'un surgissement intime, voire carrément affectif et émotionnel, pour aller chercher des connaissances dont il a besoin pour se nourrir, est aussi une démarche de recherche. Donc c'est presque l'inverse, en fait. C'est comment une thèse a pu surgir d'un questionnement ou d'une intention au départ qui est profondément intime et affective. Alors parlez-moi de ce surgissement intime. Il est né comment vous l'avez identifié ? Vraiment comme une nécessité, comme un besoin, c'est-à-dire que, c'est ce que je raconte au début de Mon vrai nom est Elisabeth, mais je me trouve dans une situation amoureuse catastrophique, assez maltraitante en fait, mais dans laquelle il est probable que je me maltraite aussi moi-même, c'est-à-dire qu'il y a les deux agents sont en question d'une certaine manière, et je comprends tellement pas ce que je fais là, et surtout pourquoi je me maintiens, c'est-à-dire ayant identifié le mal que je ressens, pourquoi j'y reste, que j'ai l'impression, mais c'est assez mystérieux après tout, j'ai l'impression que quelque chose se rejoue sur lequel je n'ai pas de prise. Et ce nom de Betsy, en fait, ce surnom de Betsy ressurgit à ce moment-là. Et j'ai l'impression que je dois aller m'intéresser de plus près à cette femme et à son histoire pour me tirer de la situation dans laquelle je me trouve. Et c'est vraiment dans cette espèce de collage étrange entre le passé et le présent qui me vient intuitivement à ce moment-là que naît le besoin de l'enquête. Vraiment comme un besoin vital c'est la seule manière que je vais avoir de sortir de cette situation ultra éprouvante dans laquelle je suis. Et qui commence par des interrogations auprès de vos grands-parents et cette espèce de besoin d'aller chercher la vérité, en fait. Ce à quoi vous faites mention, c'est la scène dans la voiture avec mes grands-parents qui ouvrent le livre. Et en fait, c'est doublement un moment d'oxygénation, ce moment, parce que mes grands-parents me donnent cette voiture en ayant l'intuition que je me trouve assez enfermée géographiquement et dans mon couple. Et donc, vraiment, ma grand-mère me donne cette voiture en me disant... D'une certaine manière, en gros, tu pourras t'échapper avec ça. Et donc, déjà, cette voiture est l'outil de ma libération, de la distance que je peux prendre à ma situation. Et en plus, je profite, parce que je passe donc 5 jours à remonter la voiture depuis le Portugal jusqu'à la France avec mes grands-parents. Et donc, je profite de cette espèce de situation de prise d'otage, quasiment, pour poser les questions auxquelles j'ai l'intuition qu'ils ne veulent pas répondre. Dans ce petit huis clos bien pratique pour ne pas qu'ils puissent échapper. Tout à fait, en leur tournant le dos. Et en même temps, dans cet aspect universitaire, j'ai comme l'impression d'entendre une volonté aussi de protéger. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, dans cet amour de l'archive que vous avez, quelque part, en faisant une thèse, vous l'avez mis quelque part aussi où ce sera à l'abri, où ça résonnera peut-être d'une façon différente par rapport à la façon dont pourrait résonner un livre, un objet purement littéraire ? J'avais pas considéré les choses comme ça, notamment parce que le cadre de diffusion finalement de ce livre est beaucoup plus littéraire qu'universitaire. Mais c'est en même temps tout à fait vrai, parce que comme toutes les thèses, la mienne va être archivée, exister dans un cadre universitaire, sera toujours référencé à la bibliothèque, etc. Et vous avez raison, ça va aussi rester comme ça. Je pensais que, quand vous employez le mot de protéger, je pensais que vous parliez presque de ce que la démarche scientifique protégeait pour moi, en fait, dans ce type d'enquête, parce que c'est aussi ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la distance que, au bout d'un certain moment, la science m'a permis de mettre avec ce destin menaçant qui était celui de la maladie mentale, a été crucial en fait. Je pense que sans cette distance que permet la recherche, que j'ai apprise par la recherche, je n'aurais pas été en capacité psychique presque d'affronter cette histoire. C'est venu refroidir un peu l'élan. C'est venu, en fait, même très précisément, c'est venu mettre le doute sur le fait que, 1, cette femme était vraiment folle, et donc 2, je risquais vraiment à mon tour de l'être. C'est-à-dire que avec tout ça, au moment où l'enquête sur Elisabeth se cristallise, j'ai aussi ce travail que je fais autour des doubles féminins fantômes au cinéma. Et ces doubles féminins fantômes, comme dans le Rebecca d'Hitchcock, mais qui vient du récit de Jane Eyre de Charlotte Brontë, ce double féminin fantôme, c'est des femmes folles, mauvaises mères, mauvaises épouses, etc. Mais il y a toute une critique féministe justement qui vient dire, mais en fait, ces femmes, qui elles sont en fait? Est-ce qu'elles sont vraiment folles? Pourquoi on les considère
comme folles et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire à l'inverse sur notre société. Et donc, ce petit doute que m'a permis la recherche sur la figure de la femme folle, c'est justement cette petite chose qui me met à distance de mon arrière-grand-mère comme une folle, en fait. Et c'est ce doute-là qui me permet d'approfondir les questions, d'avancer dans cette histoire, d'avancer dans cette enquête, sans craindre tout le temps d'être contaminée par la santé mentale. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion que vous avez ressentie la première fois que vous avez tenu votre objet, livre, votre premier roman entre les mains ? Ah ouais, c'était incroyable. J'ai reçu. En plus, ça a été une surprise totale parce que j'étais pas chez moi et je rentre. Il y avait un énorme carton qui avait été posé là et je l'ouvre et il y avait 25 exemplaires de Mon vrai nom est Elisabeth. Tout beau, avec cette couverture que j'aime beaucoup, cette peinture d'Eleni Schätzberg-Willy que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de l'ordre de... Justement, en fait, c'est l'irruption de la fiction, finalement, qui n'est nulle part dans ce livre, était presque là de... Ça y est, ça existe, quoi. J'ai pu atteindre ce rêve d'enfant, quoi. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la première page du premier chapitre de ce premier roman ? Oui. Dans le petit habitacle bleu ciel de la Yaris que mes grands-parents m'ont donné, nous roulons vers Salamanque. Ce voyage de Lisbonne à Paris, c'est leur manière de me montrer qu'ils sont présents, qu'ils peuvent m'aider, que si je m'appuie sur eux, je pourrais remonter à la surface des événements qui me rongent depuis 2 mois, comme un crocodile affamé déposerait ses yeux sur l'onde pour guetter sa proie. Je suis sans arrêt en mouvement, sans cesse en fuite. Reçois cette voiture pour l'habiter. Apaise-toi à bord d'un habitacle mobile si c'est ce que tu veux. En me faisant ce cadeau, ma grand-mère m'a avoué que pendant bien des années, quand elle exerçait encore comme infirmière, sa voiture avait été pour elle un véritable cocon, un second foyer dans lequel s'accumulaient ses affaires les plus personnelles. En quelque sorte, elle me comprenait. Nous avons plusieurs jours devant nous pour arriver jusqu'à Bordeaux, puis Paris, et les routes sont désertes. En Espagne, nous étirons le temps. Les restaurants sont ouverts, les magasins aussi. Nous nous arrêtons chez ces vendeurs de ramen qui bordent la chaussée dans les rues de Salamanque, puis de Burgos. À Saint-Sébastien, nous ferons un sublime repas sous les arcades. Il y aura des nappes blanches et des serveurs en complet. En France, ce sera autre chose. Nous sommes au mois de décembre 2020, c'est le 2e confinement, et quand nous arriverons à Bordeaux, nous mangerons des sushis à emporter dans la chambre d'un hôtel Ibis. Mais pour l'instant, nous roulons vers Salamanque. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant pouvoir vous imaginer concrètement en train d'écrire ce texte. J'aimerais voir la table, l'ambiance, la lumière. Dans quelles conditions matérielles vous avez écrit ce livre ? Et c'est une question qui est très pertinente pour l'écriture de ce livre parce que ma vie est un chaos épouvantable pendant les 4 ans que l'enquête a traversé et que l'écriture a traversé aussi. Je pense que j'ai déménagé approximativement 18 fois. Et donc, j'ai écrit en fait à plein d'endroits différents, dans des conditions matérielles très différentes. Je pourrais essayer de vous donner les principales. Il y a eu tout un moment où j'habitais dans une maison secondaire de gens dans la Sarthe. Donc là, j'avais une petite table face à un jardin avec un chat extrêmement poilu qui venait souvent sur mes genoux et poussait des miaulements épouvantables. Il y a eu tout un moment où je suis rentrée à Saint-Ouen dans mon appartement. Et où là, ça a été une écriture très urbaine, où je passais mes journées à mon bureau sans même avoir le plaisir des balades que je pouvais faire dans la Sarthe, où vraiment j'étais vissée à mon bureau sans bouger, parfois pendant plusieurs heures. Enfin, je me forçais à faire un peu de yoga le matin, mais sinon, c'était très, très immobile. Et j'ai poussé un peu loin même cette logique-là et ce corps qui souffre en fait dans l'obsession de l'écriture. Et il y a eu des moments plus heureux où j'ai été dans le Lot, dans une grange de famille de mon compagnon, dans un endroit complètement sauvage, où là, ce qui a beaucoup compté dans l'écriture, c'est que l'oncle de mon compagnon vit là-bas, a des chevaux, et quand je craquais, j'allais le voir, et il me laissait monter à cheval avec lui, et j'ai pris de l'assurance au fur et à mesure, et donc ça s'est fini, je faisais des galops sur le Causse, vraiment à toute blinde, et je pense que ça a été un endroit de rencontre avec
justement la colère et cette espèce d'énergie pas digérée qui m'animait pendant l'écriture, qui a été super juste en fait. Et donc c'était des endroits de cris, un peu de cris du corps, de quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que ça a été mes plus beaux moments d'écriture, quand je pouvais me décharger de toute cette énergie dans des courses où je maîtrisais plus mon corps en fait, qui est entièrement dans l'effort de tenir le cheval comme ça sur les plaines du Causse. C'était vraiment incroyable. Oui, il y a beaucoup d'ampleur là dans ce que vous racontez. Et ce que vous racontez aussi, c'est une écriture itinérante qui traverse la France, qui correspond aussi à ce qui se passe dans le livre, parce que vous êtes dans de nombreux endroits, vous allez consulter des archives dans plusieurs endroits de France, vous allez aussi près d'Orléans voir l'endroit où Élisabeth était internée. Comment s'est passée la recherche documentaire, qui est vraiment une vraie démarche pour le coup de chercheuse? Comment s'est-elle entrecroisée avec l'écriture? Est-ce que vous avez d'abord enquêté puis écrit, ou est-ce que tout s'est entremêlé? J'ai d'abord enquêté puis écrit, mais finalement l'écriture a demandé énormément d'enquêtes, comme en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, donc j'ai commencé l'enquête en décembre 2020, disons par cette scène dans la voiture avec mes grands-parents, et j'ai commencé à écrire véritablement en janvier 2023, donc quand même quasiment 2 ans et demi plus tard. Pendant ces 2 ans et demi, j'ai rassemblé un certain nombre de documents, mais les archives, les centres documentaires, etc., ont des temporalités qui sont très longues, qui sont justement les temps de la recherche. Et donc, il y avait énormément de latence, en fait, entre mes demandes et les documents que je pouvais obtenir. Ce qui fait que, voilà, ça a produit un temps de recherche extrêmement étendu. Au bout d'un moment, j'ai quand même commencé à me dire qu'il fallait aller voir. Donc là, se sont engagés un certain nombre de déplacements où j'ai été à Fleury-les-Aubrais, où j'ai été à Bonneval, qui sont des lieux, voilà, que je croise dans le livre. Mais par contre, finalement, quand l'écriture a commencé en janvier 2023, on se rend compte, en se mettant à écrire, de tout ce qui manque. Et donc, c'est comme si j'avais produit un second travail de recherche qui est vraiment un travail plutôt de dentelle. Enfin, on n'est plus dans les gros documents ou dans les grandes idées, mais vraiment, ok, mais là, concrètement, entre telle date et telle date, comment ça se passe, comment je raccorde ces morceaux-là. Et finalement, ça engage à tout un travail de recherche supplémentaire. Donc, je peux dire que la recherche, elle a été dense avant et pendant, finalement. Et évidemment, comme pour beaucoup de livres, la masse de ce qui est recherché et exhumé par la recherche est infime par rapport à ce qui reste dans l'écriture. Il fallait des sortes de patchs pour connecter les bribes que vous aviez ramassées. Ouais, tout à fait. Et à un point même assez obsessionnel, parce que ça me fait penser à un truc en particulier, qui est que je n'arrivais pas à me décider sur les temps en fait que j'utilisais dans le livre. Et en fait, c'est assez révélateur de la démarche aussi. Est-ce que Élisabeth était vraiment au passé? Est-ce que j'étais vraiment au présent? Qu'est-ce que je faisais du passé de mon enquête et du présent de ce que j'étais en train de vivre au moment où j'écrivais? Et donc, je suis devenue complètement dingue avec les emplois de temps. Je pense que j'ai changé, c'est comme les déménagements, je pense que j'ai changé 18 fois l'intégralité des temps du texte, qui fait que sans doute une lecture attentive révèle aujourd'hui qu'il y a des endroits où l'usage des temps est un peu étrange, et ça vient de là. Et je pense qu'au moment où j'ai fini le livre, j'étais dans cet état d'incertitude temporelle complète. Et ça a sans doute produit un certain brouillage qui, dans le cas de ce dont il est question dans le livre, n'est sans doute pas inintéressant. Mais... Oui, complètement. Qui remet complètement en question la rationalité, et c'est peut-être une bonne chose. Vous dites que vous avez beaucoup réécrit ce texte, et c'est vrai qu'en fait, malgré la matière extrêmement émotionnelle, potentiellement traumatique que vous maniez, il y a une forme d'économie de mots et quelque chose d'assez épuré dans votre façon de raconter et votre enquête et la vie de Betsy. Est-ce que c'était une volonté de rester dans ce style plutôt sobre, presque fragmentaire par endroits? C'est un peu une de mes obsessions, ça, l'économie de mots, la synthèse, la précision des termes que j'emploie. C'est vraiment une sorte de petit démon, quoi, qui était au-dessus de ma tête tout le temps quand j'écrivais. Et donc, ma manière d'écrire, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, j'ai un mouvement, j'ai une idée que je veux exprimer. J'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que je la laisse sortir. Donc, j'écris d'un coup 1 page, 2 pages. Et ensuite, je reprends. Et c'est des systèmes de scan successifs où chaque mot va changer. À la fin, il restera sans doute rien de la page initiale. Chaque mot va changer pour correspondre exactement à ce que je veux dire. Et évidemment, j'approfondis ma pensée au fur et à mesure que je repasse sur le texte pour qu'elle devienne elle-même exactement ce que j'ai en tête.
Et donc, je suis contente que ça produise cet effet-là parce que je pense que c'est un réflexe qui me vient aussi de l'enseignement. Enfin, j'enseigne le cinéma depuis un bout de temps. J'aime énormément ça. Ça m'importe. C'est très important pour moi, en fait, que les étudiants que j'ai comprennent exactement ce qui est en jeu. Je pense que j'ai moi-même été très traumatisée dans mes études de ne pas comprendre exactement ce que les profs voulaient dire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent et de conflits même qui se glissent dans ces incompréhensions. Et voilà, c'est un effort qui compte énormément pour moi, en fait, la lisibilité et la précision. Ça résonne, je trouve, avec l'exigence que vous mettez sur le plan moral. Cette façon de vouloir absolument dire le bon mot, ne pas rester dans le vague, ni dans une forme de stéréotype. On la retrouve aussi dans la façon d'appliquer un regard, par exemple, sur la sociologie culturelle, familiale, religieuse qui entoure Betsy. Il n'y a pas de jugement. Il y a de la colère dans certains passages, mais jamais de couperet ou d'accusation qui tombe. Est-ce que le style était au service de cette volonté aussi d'être précis dans le jugement de l'humanité? Aussi parce que je suis quelqu'un qui est toujours pris très à cœur, enfin beaucoup subi le jugement dans le sens où j'ai toujours... je sais pas, oui, je me suis sentie très entourée de jugements, souvent de milieux qui étaient extrêmement différents. Enfin, pour parler plus clairement, il y a tout ce côté de ma famille, du coup, très bourgeoise, catholique, des Yvelines, etc., qui va avoir des jugements sur la femme que je suis, les études que je fais, le fait que je ne sois pas mariée, que j'ai pas d'enfants, etc. Et à l'opposé, j'ai grandi et été éduquée dans un milieu extrêmement intello, très gaucho, avec un certain nombre d'attentes et de représentations de ce que c'était que notre légitimité à parler de certains sujets, etc. Et donc, ces deux espaces-là sont des espaces de jugement extrêmement forts et contradictoires. Et c'est la première fois que je parle de ça, donc je ne sais pas exactement, c'est encore flou pour moi, mais je pense que la violence que j'ai ressentie de ces différents jugements, je n'ai pas voulu la reproduire. Et ce qui compte pour moi, c'est que cette lecture interroge et surtout ne plaque pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail... Enfin, je trouve le travail de la lecture intéressant, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est comment il vient travailler le lecteur ou la lectrice qui va bouger en lui. Et pour bouger quelqu'un, je veux dire, lui asséner des jugements, ça n'a jamais rien changé et ça n'a jamais rien produit. Donc, mettre en travail, c'est ce qui me semble important. Oui, et puis il me semble que c'est juste dans la démarche qui est la vôtre de démêler aussi beaucoup de mécanismes genrés. Je pense que j'ai voulu mettre au jour des structures, mais... Face à ces structures, il y a toujours des histoires individuelles. Et je veux dire, par exemple, le silence, qui est celui de certains membres de ma famille, il est cruel, il est violent à certains égards, il reproduit certains mécanismes qui ont des conséquences qui sont graves. En même temps, on ne peut pas ne pas voir que c'est des personnes qui ont profondément souffert de cette situation. Et je pense que dans toute situation de vie, en fait, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, il y a comment, à la fois, on participe et on récupère une structure qui est plus large que soi. Et il y a comment notre affect vient s'inscrire à l'intérieur et compense ou, au contraire, collabore à ces structures-là. Et ça m'intéresse davantage de déplier cette gamme, disons, que de la simplifier. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas y avoir de colère, de révolte. Ça ne veut pas dire que derrière, ça ne doit pas engager à l'action. Mais en tout cas, que chacun trouve l'endroit de cette action en lui ou en elle et pas de l'autre, quoi. Comment votre famille a réagi à la sortie de ce livre? Certains membres de votre famille sont cités comme témoins. Quel accueil ont-ils réservé à cet ouvrage? Il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, en fait, souffraient de cette peur de la maladie mentale, de cette figure que représentait Elisabeth et de la malédiction, du risque qu'elle représentait. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui souffraient de cette représentation de ce que c'est que d'être fort, d'être un homme, de ne pas avoir le droit à la fragilité, etc. Et donc, il y a tous ces membres de ma famille qui m'ont témoigné de leur gratitude, de leur intérêt pour ce travail, pour eux-mêmes et pour les générations ultérieures, de ce que ça vient libérer. Il y a aussi d'autres personnes pour qui se sont protégées toute leur vie avec une certaine représentation du mythe familial, aussi autour de la détestation de cette figure
qui était Elisabeth, qui représentait une honte en fait pour ses enfants dans un certain milieu à une certaine époque, et pour qui, je pense, être mis face à cette histoire aujourd'hui représente trop de souffrance. Donc en fait, les positions sont un peu celles qui sont dans le livre, c'est-à-dire ceux pour qui la prise de parole est fondamentale et ceux pour qui, au contraire, le silence protège et ne doit sous aucun prétexte être percé. Le livre a fait bouger des lignes chez certains, certaines ? Oui, énormément. Je pense que les personnes chez qui c'est le plus frappant, c'est mes grands-parents et peut-être en particulier ma grand-mère, avec laquelle, c'est sûr, en plus, pendant l'enquête, c'est vraiment noué une relation très, très forte de confiance, d'amour, de tendresse. Je pense qu'elle a été pour moi une balance à la colère tout du long. C'est-à-dire que à la fois, j'avais cette espèce de rage qui grandissait en moi en découvrant le destin d'Elisabeth et derrière de toutes les autres femmes, en fait, qui ont vécu la même chose. Et en même temps, avec la même puissance, se créer avec ma grand-mère une espèce de vraiment de confiance, mais même plus que ça, comme si je pouvais m'adosser à elle, comme une sorte de pilier, un fondement. Et ce qui fait que le mouvement de ce livre, intimement et familialement, je pense que c'est tout autant de la rupture que du lien, quoi. Et ma grand-mère, voilà, il y a quelque chose qui est subtil, qui est à cet endroit-là. Je pourrais pas dire elle a lu le livre et puis elle est devenue féministe. Évidemment, c'est pas aussi précis que ça, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, comme si après la lecture ou à l'endroit de la lecture, toutes ces lignes, un peu toutes ces certitudes avaient bougé, les témoins, et donc laissé plein d'espace pour des choses qui n'étaient pas incluses auparavant dans son existence et dans ses opinions. Je crois qu'en tant que lectrice, votre grand-mère, elle joue aussi ce rôle. Quand on la retrouve entre les pages, il y a quelque chose, une présence rassurante, comme un fil rouge. On la retrouve régulièrement et c'est vrai qu'elle, c'est un accompagnement assez doux dans les pages qui sont parfois difficiles. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout quelqu'un de tendre. Et c'est ça, en fait, c'est comme, et là aussi, c'est peut-être quelque chose qui a changé. C'est comme si je lui avais imposé une tendresse par mon amour, en fait, en quelque sorte. Et il en ressort ça. Et aujourd'hui, elle est très tendre avec moi, alors qu'elle l'a jamais véritablement été. Et ça aussi, c'est beau parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de mère, donc c'est quelqu'un qui a eu du mal à être mère elle-même et qui finalement apprend la tendresse au travers de la tendresse qui lui devient possible dans la représentation que je lui donne. Et puis on dirait qu'elle prend conscience du fait qu'elle n'a pas eu de mère et qu'elle n'a pas eu forcément l'enfance qu'elle aurait pu ou dû avoir à travers votre propre enquête. Donc j'imagine que c'est aussi une révélation pour elle. Et en parlant de révélation, pour avoir déjà échangé avec vous autour de ce livre, je sais qu'il y a eu vraiment sur beaucoup de lectrices un effet cathartique. Une grand-mère, une arrière-grand-tante qui a vécu un parcours similaire de psychiatrisation. Est-ce que vous vous attendiez à faire émerger autant de Betsy ? J'ai commencé à me rendre compte peu avant la publication du livre parce que au moment où j'ai commencé à vraiment raconter autour de moi ce que j'étais en train d'écrire et le projet qui était le mien, et c'est-à-dire, je veux dire, hors du cadre familial et plus soit des amis, soit des gens que je rencontrais comme ça, quoi. Et en fait, quasiment systématiquement, les femmes à qui je parlais me disaient « mais c'est dingue, moi aussi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère, ma tante, etc. » Et quasiment à chaque fois, on me parlait d'une situation similaire. Et à son corollaire, qui est celui dont parle le livre, qui est cette peur cette malédiction, en fait, de la maladie mentale qui se transmettrait de femme en femme et qui écrase les femmes d'aujourd'hui qui me parlent. Et donc là, j'ai commencé à mesurer un peu l'ampleur du problème juste avant que le livre sorte, que la sortie n'a fait que confirmer, puisque aujourd'hui, je reçois des centaines de messages, principalement de femmes, mais pas seulement. Et ça se passe aussi pendant les rencontres en librairie, parce que j'en fais quand même beaucoup. Et voilà, il y a énormément de femmes qui témoignent de ça, c'est-à-dire à la fois de ces figures d'aïeules préexistantes et surtout du joug qu'elles représentent et de la menace qu'elles représentent pour elles. Et de ce rôle, effectivement, libérateur vis-à-vis de cette menace que la lecture a représentée. Vous avez ouvert une boîte, ça me fait penser à cette scène qui est vraiment pour moi la scène la plus marquante du livre. Vous arrivez dans les archives de toutes ces voix, de toutes ces femmes qui ont été enfermées dans des boîtes quelque part. Et vous dites que vous êtes peut-être la première chercheuse à venir ici et les documentalistes sont hyper contents de pouvoir ouvrir une boîte et vous permettre de fouiller dans ces papiers. Et ces voix qui s'échappent d'un seul coup de ces boîtes, on a l'impression qu'elles sont enfermées là depuis des décennies à attendre que quelqu'un leur tende l'oreille.
Vous avez l'impression que vous avez ouvert une boîte? C'est un peu la sensation que j'ai eue vis-à-vis de ces voix, d'autant que comme c'est des voix d'anonymes, je les ai jamais personnifiées. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché à recomposer la vie de chacune des femmes dont je croisais la voix dans les archives, ce qui fait qu'elles ont formé une sorte de chœur auquel, vous avez absolument raison, la voix des femmes qui viennent me trouver aujourd'hui pour me raconter leurs propres histoires se joint. Et souvent, dans les dédicaces de livres, donc ces femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais moi, ma tante, ma grand-mère, etc. » Souvent, je leur demande le nom de cette aïeule en question, que la plupart du temps, elles connaissent. Et ça aussi, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment des figures qui ont parcouru leur imaginaire, quand bien même elles ne les ont jamais connues de leur vivant. On a Quasiment toujours, elles ont le prénom, en fait. Et souvent, je dédicace ces livres à ces femmes qui viennent me voir et à cette aïeule en question pour un peu grossir comme ça ce rang des anonymes qui ont subi un destin similaire à celui d'Elisabeth. Comment vous avez vécu la visibilité médiatique très forte qu'a obtenue votre livre et puis le prix aussi que vous avez reçu? Une visibilité médiatique comme ça, au départ, très pragmatiquement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de stress, beaucoup de messages qu'on reçoit, beaucoup de sollicitations, une nécessité tout d'un coup de s'habiller différemment, de se maquiller, d'être regardé tout le temps, etc., etc. Un rapport à sa propre image qui change. Donc, au départ, ça a généré vachement d'inquiétude, en fait, et une sorte de souci de moi tout le temps et de comment répondre à tout ça. Et voilà, une sorte de tout se bousculer un peu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je prends pas ce moment qui m'est donné maintenant, je veux dire, si j'arrive pas à en profiter maintenant, ça sera jamais, quoi. Donc, je vais en profiter. J'ai plus embrassé le truc. Et récemment, très récemment, la semaine dernière, j'étais à une rencontre à Paris, dans une librairie. J'ai signé pendant 2 heures des livres. Oh. Et à un moment, il y a une femme qui est venue, qui avait 3 livres et qui m'a dit, je vais les offrir aux 3 femmes que j'aime le plus, aux 3 femmes autour de moi que j'aime le plus. Donc, j'ai écrit à chacune un petit mot. Je les connaissais pas, elles étaient pas là. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, avec toutes ces rencontres en librairie, j'ai l'occasion d'écrire un mot personnel à des centaines de femmes. Et je peux leur dire un truc à chacune, quoi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était une sorte de... Et c'est très intime, parce qu'une dédicace, bien sûr, c'est pour soi, quoi. Comme si je pouvais glisser un mot à des centaines de femmes. Et ça m'a vraiment... Ouais, il y a quelque chose qui a tremblé un peu en moi de cet endroit de parole qui s'ouvrait par le livre, quoi. Comme une correspondance, en fait, presque. Très ténue, sur des choses où elles n'ont pas besoin de me répondre, mais je sais que ça restera là, et je sais qu'à certains moments de leur vie, elles pourront y revenir un petit... Comme les mots en classe qu'on se glisse entre amis et qui restent cachés, qui restent juste pour nous. Donc un sentiment de responsabilité, quand même, qui pèse sur vos épaules, là, je lis entre vos paroles. Je sais pas si c'est de la responsabilité, c'est plus de je sais pas, de l'autorité, enfin, la capacité de pouvoir se dire des mots doux sans se connaître, en fait. C'est presque ça, plus de soin, je crois. Plus de soin, en fait. Je pense que c'est un bon mot pour raisonner avec le contenu du livre. Est-ce que ce livre clôt un chapitre ou est-ce qu'il y a encore des pans de votre histoire familiale que vous avez envie d'aller explorer ? Je suis pas sûre qu'il y a des pans que j'ai envie d'explorer par la littérature parce que c'est quand même... en tout cas, actuellement, je crois pas parce que ça prend beaucoup de place déjà et j'ai envie d'aller ailleurs par l'écriture. En revanche, intimement et familialement, je dirais, je me rends compte que, en fait, ce genre de livre, disons qu'il va briser une première digue, mais quand on parle de violence patriarcale, de violence sexiste et sexuelle, c'est un abysse, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de fin. Donc là, par exemple, pour donner un exemple très concret, il y a une femme à une rencontre il y a un mois qui prend la parole et qui me dit en fait, dans votre livre, il n'est jamais écrit le mot inceste, alors que je crois que c'est de ça dont il s'agit à la fin du livre. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, si même dans des livres comme les vôtres, le mot n'est pas dit ? Et je me suis rendu compte que typiquement même, c'est par excellence l'endroit où je n'étais pas encore en capacité d'aller, où je n'étais pas encore en capacité de regarder. Et c'est l'exemple par excellence, mais des portes que ce livre ouvre et m'ouvre aussi, et qui laisse encore des terrains d'exploration très très vastes, peut-être plus intimes. Et oui, voilà, c'est une sorte c'est une dernière étape pour l'histoire d'Elisabeth. Je pense qu'en revanche, c'est une première étape pour une exploration personnelle.
Pour terminer, Adèle, je vais vous poser les questions traditionnelles, le petit questionnaire final de ce podcast. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en devenant écrivaine ? Qu'on peut s'adresser intimement à plein de femmes sans les connaître. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ? J'allais dire que je découpe des cochons, mais bon, maintenant tout le monde le sait, donc c'est plus vraiment une surprise. Je suis pas sûre que tout le monde le sache. Vous découpez des cochons. Alors il y a une scène absolument mythique dans le livre où vous découpez des cochons, mais c'est aussi votre vrai travail. Ça l'est plus vraiment aujourd'hui. Non, parce que la promo du livre dans laquelle je suis encore a interrompu toutes mes activités culinaires. Mais oui, je dirais que la chose la plus incongrue, c'est ça, mais c'est devenu assez public. Quelle est votre idée du bonheur parfait ? C'est cavaler dans le Lot sur le dos d'un cheval sur le Causse. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite écrire à partir d'un secret de famille ? Que je suis pas certaine que la volonté d'en écrire quelque chose soit ce qui doit être absolument visé, et que être attentif aux liens qui se font et qui se défont quand on s'engage dans ce type d'enquête est peut-être plus important que ce qu'on en fait in fine. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'autrice ? Hybride. À quoi ressemblera votre prochain livre ? Un chant. Avec un P ? Ou avec un T ? Mystère. Je profite des mystères de l'oralité. Merci infiniment, Adèle. Merci Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt.